Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. On est avec Stéphane Chatelain, aujourd'hui le directeur de l'association Negawatt. C'est un sujet important. En 2018, la production d'électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 41% du total des émissions dues à la combustion d'énergie. Plus de 90% des nouvelles capacités électriques qui seront installées dans le monde en 2021 et 2022 proviendront d'énergies renouvelables, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est sorti il y a 2 ou 3 jours, avec une hausse particulièrement marquée en Europe et aux États-Unis. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Stéphane Chatelain, je suis directeur de l'association Negawatt depuis environ une dizaine d'années, après avoir fait des études d'ingénieur dans le domaine de l'énergie, et puis une première expérience professionnelle aussi dans ce secteur-là, sur plutôt le volet thermique du bâtiment et production d'énergie renouvelable citoyenne. Ok, Et donc au sein de Negawatt, j'ai en charge la gestion de la structure, le management d'équipe et puis la coordination aussi du travail des bénévoles, puisqu'on a une association avec pas mal de bénévoles fortement investis dans nos travaux. d'accord. Qu'est-ce que c'est un négawatt ? Un négawatt, c'est une énergie qu'on ne consomme pas, puisque comme le dit le slogan, la meilleure énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Et donc l'idée en fait de Negawatt, l'apport de Negawatt dans tout le débat public sur l'énergie en France, c'est notamment de travailler sur les questions de consommation d'énergie, voir comment on peut réduire cette consommation, sans évidemment revenir à la bougie, mais tout simplement en l'utilisant à bon escient, en supprimant tous les gaspillages qu'il y a tout autour de nous, et en utilisant des systèmes, des outils qui soient plus efficaces que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Et donc en réduisant fortement ces consommations d'énergie, ça permet de contribuer à l'atteinte d'un système énergétique plus soutenable, ce qui est l'objectif de notre association. Ok, et donc concrètement, comment ça se concrétise du coup cette démarche d'accompagnement de la réduction de la consommation d'énergie ? Alors on a deux grandes actions au sein de l'association. La première, c'est on a une activité d'expertise sur l'énergie qui passe notamment par la réalisation d'un scénario de transition énergétique, donc le scénario Negawatt. Et donc à travers ce scénario, on va regarder de manière assez fine comment on consomme l'énergie en France dans les différents secteurs de consommation, donc dans les bâtiments, dans les transports, dans l'industrie et dans l'agriculture. Et dans chacun de ces secteurs, on va regarder vraiment usage par usage comment est consommée l'énergie. Donc comment on consomme de l'énergie pour se déplacer en regardant les différents modes de déplacement, les différents typologies de déplacement. Donc voilà, et on a plusieurs centaines d'usages qui sont ainsi décrits dans le scénario Negawatt. Et pour chacun d'entre eux, on va regarder comment, en utilisant davantage soit de sobriété, soit d'efficacité énergétique, on peut réduire les consommations d'énergie dans les prochaines décennies, en se basant principalement sur des retours d'expérience, puisqu'on a de nombreux bénévoles dans l'association qui sont des praticiens de terrain, et donc qui accompagnent les projets au quotidien et qui ont pu observer, mettre en œuvre des projets, des initiatives permettant de réduire fortement les consommations. Et donc ces initiatives, ces retours d'expérience qu'on essaie de généraliser à travers nos travaux. Et donc on montre dans ce scénario Negawatt qu'on peut en gros réduire de 50%, même un peu plus, la consommation d'énergie finale en France, c'est-à-dire la consommation d'énergie qui est délivrée aux consommateurs finaux, aux usagers. Donc voilà, on a 50%, ce c'est quoi travail l'horizon ? chiffré 2050, pardon. D'accord. C'est d'ailleurs l'objectif depuis quelques années qui est inscrit dans la loi française, depuis la loi de 2015, qui fixe cet objectif de division par 2 de la consommation d'énergie finale. Ok.
Donc on a ce travail technique et puis ensuite on essaye de mettre en œuvre, enfin de faire en sorte que nos propositions de trajectoire énergétique se concrétisent, et pour ça on a une activité de plaidoyer auprès des décideurs politiques nationaux. On se concentre exclusivement dans notre travail de plaidoyer sur l'échelon national pour voir comment on peut faire évoluer les politiques énergétiques pour réduire ses consommations et pour in fine atteindre ce système énergétique plus soutenable qu'on appelle de nos voeux. D'accord, c'est intéressant. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un peu aussi le combat de Christophe Girardier, donc, qui est le fondateur de Glimpact et qui soutient la production de The Big Shift. Sur ce scénario 2017-2050, est-ce qu'il a été révisé depuis 2017? Parce qu'on a eu beaucoup d'événements qui se sont passés depuis. Alors, au niveau mondial, je pense notamment à la présidence Trump, mais même au niveau français, et puis plus récemment avec la loi climat. Est-ce que du coup, il y a des révisions qui ont été faites avec les dernières prévisions? Alors c'est en cours, en fait on publie généralement un scénario tous les 5 ans à peu près, et on le fait à chaque fois un petit peu en amont de l'élection présidentielle, parce que pour nous c'est un bon moment pour d'une part disposer d'un scénario qui soit à jour, et d'autre part on essaye de contribuer avec ce nouveau scénario, faire en sorte que le sujet énergie-climat soit un des sujets principaux des campagnes et des débats publics. Et donc là, on travaille sur un nouveau scénario qui va être publié cet automne. Et effectivement, on voit bien à chaque fois qu'on travaille sur un nouveau scénario qu'il y a pas mal d'évolutions technologiques, économiques, sociétales, environnementales qui sont à prendre en compte et qui sont à intégrer. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement vrai cette année, avec à la fois les évolutions sur les énergies renouvelables, électriques notamment, et puis sur aussi le contexte sanitaire qu'on connaît depuis un peu plus d'un an, avec des évolutions sociétales très fortes, qui forcément impactent parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, nos scénarios. Mmh. Donc oui, il y a bien un travail de mise à jour qui est en cours. Mais voilà, cette mise à jour est quand même, c'est un travail assez complexe, assez fastidieux, donc on le fait pas chaque année. Et d'ailleurs, on profite aussi de cette mise à jour pour aller plus loin qu'une simple mise à jour, et généralement, et ça va être encore le cas cette année, on enrichit nos travaux, on renforce nos analyses, on étend le périmètre, on creuse d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément traités par le passé, pour essayer à chaque fois d'avoir un scénario qui soit le plus exhaustif possible, et qui ait une vision la plus holistique possible de ces questions énergétiques. Ouais. Et ce scénario, il indique qu'on peut attendre 100% d'autonomie avec les ENR en 2050. C'est l'objectif qui est annoncé. C'est réaliste ça, ou ça va être retoqué avec la version 2021? Non, ça va pas être retoqué parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard par rapport à 2017. On a pris un peu de retard dans ce qu'on imaginait possible comme développement des énergies renouvelables, que ce soit les énergies renouvelables électriques comme les bioénergies, tout simplement, non pas parce qu'on s'était trompé, mais parce que nous on fait pas un exercice de prévision, hein, c'est de la prospective. Donc on montre ce qui est possible, pas ce qui va se réaliser. Les politiques publiques n'ont pas suivi nos propositions, donc forcément il y a un décalage entre la courbe qu'on avait proposée il y a 4 ans et celle qui s'est réalisée. Donc il y a un retard qui a été pris sur le développement des renouvelables électriques, notamment, mais qui peut se rattraper parce que les filières, notamment éoliennes et solaires photovoltaïques, sont encore plus matures qu'il y a 4 ans, et donc on peut imaginer d'avoir finalement un développement un peu plus rapide que ce qu'on avait anticipé il y a 4 ans. Donc voilà, on peut rattraper ce retard. Sur le volet réduction des consommations, il y a des domaines où le retard sera pas rattrapé, notamment sur la rénovation thermique des logements. Si on veut avoir rénové l'ensemble du parc à l'horizon 2050, ce qui est notre objectif et ce qui est aussi un objectif de la loi, d'avoir rénové ce parc à un niveau bâtiment basse consommation d'ici à 2050, Mmh. il aurait fallu se mettre en route un peu plus tôt. On a pris du retard là-dessus, et ce retard, vraisemblablement, on aura du mal à le rattraper. Par contre, sur la mobilité, on peut peut-être aller plus loin que ce qu'on avait imaginé il y a 4 ans, notamment sur le déploiement du télétravail. Parce Ouais. que voilà, ça fait partie des évolutions liées à la crise sanitaire. On a vu qu'il y a des nouvelles pratiques qui se sont développées beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on a observé que du jour au lendemain, en mars dernier, tout le monde est passé au télétravail chez soi, dans sa cuisine, on va généraliser ce type de télétravail, hein. C'est évidemment pas
ce qu'on propose, mais simplement on voit qu'il y a quand même eu des évolutions dans ces pratiques, des évolutions de mentalité, des entreprises qui n'étaient pas du tout ouvertes à ces dispositifs de télétravail qui maintenant le sont. Et donc on peut imaginer que ça se développe beaucoup plus rapidement dans un cadre qui soit satisfaisant aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. D'accord, oui. Donc on Donc voilà, il y compense a certains des retards. évolutions qui sont attendues. Ouais, tout à fait, qui peuvent compenser certains autres retards. Et donc, on imagine toujours, enfin, on projette toujours effectivement l'atteinte d'un système énergétique et pas seulement électrique, 100% renouvelable, d'ici à 2050, avec des énergies renouvelables qui sont produites en France. Et alors concrètement, pour expliquer aux auditeurs qui s'intéressent, mais qui connaissent pas vraiment la production d'énergie, aujourd'hui, le paysage, donc si on compare par rapport aux 100% d'autonomie en 2050, aujourd'hui, le paysage énergétique, c'est quoi? Alors, il y a une grosse majorité. Alors, ça dépend si on regarde en fait l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie prélevée dans la nature, ou l'énergie finale, qui est l'énergie délivrée aux consommateurs. Mmh. Entre les deux, il y a pas mal de pertes, notamment les pertes liées à la production d'électricité en France, puisque dans les centrales nucléaires, comme dans d'autres centrales thermiques au gaz ou au charbon, on a des grosses pertes de chaleur, les panaches de fumée blanche qu'on voit au-dessus des réacteurs. Et ces pertes-là, du coup, ça vient modifier les équilibres entre, enfin, si on regarde la partie énergie primaire ou la partie énergie finale. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde plutôt côté énergie finale, on a un peu plus de 20% de notre consommation d'énergie qui est sous forme électrique. Mmh. Et dans cette électricité, on a à peu près 3/4 de nucléaire et enfin plutôt 70% si on prend les toutes dernières années. On a 25% d'énergie renouvelable, on a de l'hydraulique, de l'éolien et un petit peu de solaire photovoltaïque qui se développe petit à petit. Et puis le reste, c'est du fossile, notamment du gaz en France. Donc ça, c'est pour la partie électricité. Donc ça permet juste de montrer que, par exemple, le nucléaire, qui occupe à peu près 95% des débats sur l'énergie en France, en fait, occupe à peu près 15% de l'énergie qu'on consomme en France en énergie finale. Il y a une différence entre effectivement la consommation finale et la capacité de production qui, pour le coup, est beaucoup plus élevée sur le nucléaire que pour les autres énergies? Non, si on regarde par exemple tout le pétrole qu'on consomme, il y a beaucoup plus de pétrole qui est consommé en France que d'énergie d'origine nucléaire. Simplement, on en parle beaucoup moins. Tout le pétrole qui est dans les voitures, dans les camions, qui est aussi utilisé un petit peu pour le chauffage. C'est un enjeu majeur, à la fois un enjeu d'un point de vue dérèglement climatique, d'un point de vue facture énergétique pour les ménages, d'un point de vue pollution de l'air, d'un point de vue, enfin, il y a plein d'enjeux associés à la consommation de pétrole, mais on en parle très peu en France. On parle beaucoup de nucléaire. C'est bien de parler du nucléaire parce qu'il y a des enjeux autour de cette question-là, mais c'est loin d'être le seul enjeu dont il faut se préoccuper quand on regarde notre système énergétique. Euh, donc voilà, les énergies fossiles sont aujourd'hui les énergies qu'on consomme le plus en France avant le nucléaire. D'accord. En fait, je m'interroge parce que en lisant le rapport RTE là, de cette année, en préparant cet entretien, je lisais que la production, la production d'électricité en France venant du nucléaire représentait 67% du mix électrique. Alors, est-ce qu'il y a des éléments ou des unités dans lesquelles je me trompe dans la lecture? Non, non, vous vous trompez pas. Simplement, là, on parle uniquement de l'électricité. RTE parle du système électrique. Donc, effectivement, D'accord. dans la production d'électricité, le nucléaire est majoritaire. Il représente donc un peu moins de 70% en 2020. Mais si on regarde l'ensemble des consommations d'énergie et pas simplement les consommations d'électricité, là, le nucléaire devient minoritaire et ce sont les énergies fossiles qui sont dominantes. D'accord. OK. Et donc là, on comprend en fait, le pétrole routier, par exemple, donc tout ce qui correspond au Tout à fait. transport, à l'industrie, et cetera, qui est utilisé en Le direct. chauffage des bâtiments, ouais, ouais, tout à fait, ouais. D'accord, OK. Effectivement, dans la partie électricité, dont on parle le plus en France, c'est bien le nucléaire qui est aujourd'hui le moyen de production prépondérant. Et alors, quel est l'avis de Négawatt sur le nucléaire, du coup?
Le nucléaire, alors ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction, c'est que nous, on vise un système énergétique qui soit le plus soutenable possible. Et par soutenable, j'entends évidemment lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi prendre en compte un certain nombre d'autres enjeux qui sont liés au système énergétique, comme les risques technologiques, comme la précarité énergétique, comme la pollution de l'air ou la pollution des sols. Voilà, il y a plein d'enjeux qui sont liés au système énergétique. Et du coup, notre grille de lecture, c'est pas simplement l'enjeu climatique, c'est plutôt les objectifs de développement durable fixés par l'ONU en 2015. Et quand on regarde ces objectifs de développement durable, donc il y en a 17 de souvenirs, donc qui couvrent tout un tas d'objectifs de soutenabilité. Quand on regarde quand on évalue le nucléaire au prisme de ces objectifs de développement durable, on se rend compte que c'est pas du tout une solution qui est très soutenable. Et c'est ce qu'a montré le GIEC dans un rapport qu'ils ont publié en 2018 sur l'atteinte du 1,5 degré, comment ne pas dépasser le 1,5 degré de réchauffement climatique au niveau Mm. mondial. Et donc dans ce rapport, ils ont analysé en fait une vingtaine de leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard de ces objectifs de développement durable. Donc il y a parmi ces leviers, il y a la réduction de consommation dans les bâtiments par la sobriété ou par l'efficacité, même chose dans les transports, même chose dans l'industrie, il y a le développement des renouvelables électriques, le développement des bioénergies, enfin voilà, il y a pas mal de leviers, et évidemment il y a le levier nucléaire. Et donc ils ont attribué des notes à partir d'études bibliographiques, ils ont essayé d'attribuer des notes pour chaque objectif de développement durable et pour chaque levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit, c'est que le nucléaire arrive en fait en dernier, il est classé dernier parmi les 23 leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre étudiés, en termes de classé dernier, en termes de soutenabilité. Donc nous, ça rejoint vraiment notre position depuis 20 ans, depuis que l'association est créée. Le nucléaire n'est pas une énergie soutenable. Et donc, bon, elle est là en France, donc on fait avec les réacteurs existants. Hein. L'idée, c'est pas de les fermer dès demain, mais notre position, c'est plutôt de voir dans quelle mesure on peut progressivement les fermer, parce qu'ils sont pas satisfaisants d'un point de vue risque d'accident, d'un point de vue production de déchets nucléaires, d'un point de vue prolifération de plutonium. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux associés au nucléaire. Et donc, voilà, pour nous, il est vraiment préférable de basculer vers d'autres moyens de production que sont les énergies renouvelables électriques, puisqu'on parle là d'électricité. Et donc, dans notre scénario, on montre comment, à la fois en réduisant les consommations d'électricité malgré l'électrification de certains usages, et comment, en développant les énergies renouvelables électriques, on peut progressivement fermer le parc nucléaire existant sans relancer de la construction aussi de nouveaux réacteurs. D'accord. Dans le scénario 2017-2050, vous parlez d'un arrêt de la production nucléaire en 2035, donc c'est presque demain finalement. Donc je disais tout à l'heure, le nucléaire, c'est 67% de la production électrique en France. Est-ce qu'on est capable, avant 2035, de remplacer tout ça par des ENR? Alors, avant 2035, peut-être pas, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a pris du retard sur le développement des renouvelables électriques et sur la maîtrise des consommations d'électricité. Donc, nous, dans notre scénario, tout n'est pas encore calé, mais on va certainement décaler un petit peu cette date de 2035. D'accord. Mais on va dire que d'ici une vingtaine d'années, sans vouloir donner d'échéance précise, mais d'ici une vingtaine d'années, on peut effectivement imaginer avoir fermé l'ensemble des réacteurs nucléaires en France, en ayant un rythme d'installation d'électricité renouvelable qui soit pas non plus complètement irréaliste. Hein. On est en deçà de ce qu'a fait l'Allemagne pendant plus de 5 ans. D'affilée sur la production éolienne ou photovoltaïque, alors qu'on est un pays qui est moins densément peuplé, où il y a plus de place, où il y a plus de potentiel de production. Donc voilà, on n'est pas du tout sur des niveaux d'installation qui sont complètement délirants. Euh, et oui, c'est atteignable, il faut simplement s'en donner un petit peu les moyens. Mais enfin, la production renouvelable électrique, de toute façon, ça fait déjà quelques années que les renouvelables électriques ont gagné la bataille économique face au nucléaire. Techniquement, ça pose l'atteinte d'un système électrique 100% renouvelable pose certaines questions, mais on a aujourd'hui des éléments de réponse. RTE l'a montré à travers différents travaux. Donc aujourd'hui, si on veut
poursuivre, persévérer dans le nucléaire, c'est plus un choix technique ou un choix économique, c'est un choix politique, un choix idéologique qui peut se défendre. C'est plus voilà, c'est pas un choix technique rationnel, on va dire. Donc ça peut être un choix qui est acté en fonction d'autres critères, mais pas de critères techniques ou économiques. Mmh. Et vous le disiez tout à l'heure, en 2020, 90% de la puissance électrique installée a été renouvelable, et dans les prochaines années, on va pas, ça va pas, ce pourcentage va pas se réduire. Ouais, ça je comprends bien. Mais alors comment on fait quand effectivement on a 90% d'augmentation de l'installation des capacités de production renouvelables. Comment est-ce qu'on fait, sachant que les filières de recyclage sont pas du tout matures encore, qu'on a des durées de vie, mais je pense par exemple au photovoltaïque, alors qui est encore à la marge dans le mix de production, qui est autour de 2-3%, je crois. Mais comment on fait quand on sait que la durée de vie d'un panneau c'est 40 ans et qu'on n'a pas de filière de recyclage qui soit mature encore. Je crois qu'on a un site de recyclage de panneaux en France qui est à Roubaix, un site de Veolia qui a été ouvert il y a quelques mois, quoi. Alors, on n'a pas de filière. Alors, effectivement, il y a un seul site en France de recyclage, mais tout simplement parce que pour l'instant, des panneaux à recycler, il n'y en a pas. Des panneaux, comme vous le disiez, ça peut durer 40 ans, et des panneaux installés il y a 40 ans, ça court pas les rues. Donc, on n'a pas de besoin de recyclage aujourd'hui, donc il n'y a pas d'usines de recyclage qui sont fortement développées, mais ça pose pas de problème technique majeur. On sait recycler aujourd'hui à 95% un panneau solaire. Il n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus. On n'est pas non plus sur des matériaux hyper rares. Hein. Un panneau solaire, c'est essentiellement constitué de silicium et de verre. Donc le verre, lui aussi, issu de silice, qui est un des matériaux les plus abondants sur Terre. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier à ce niveau-là. Sur le recyclage des éoliennes, c'est pareil. On est sur des technologies où il y a rien d'insurmontable. On sait recycler les mâts, on sait recycler les équipements électriques. Et pour les pales, il y a pas mal de projets en cours de réutilisation des matériaux qui composent les pales pour l'utiliser dans d'autres usages. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus. Je rappelle juste que les déchets nucléaires, on ne sait toujours pas quoi en faire depuis 50 ans qu'on en produit, à part les enfouir Oui, c'est dans vrai. le sol. Si je veux enfoncer le clou, je dirais que les déchets nucléaires au niveau français représentent l'équivalent d'une piscine olympique, alors que probablement que les déchets des parcs éoliens et photovoltaïques seraient beaucoup plus importants, mais je comprends parfaitement le point. Juste, pardon, pour répondre quand même à ça, sur le volume de déchets, d'abord sur les déchets nucléaires, tout dépend de quel type de déchets on parle, parce qu'il y a plusieurs catégories de déchets. Oui, Et c'est vrai. quand on parle d'une piscine olympique, c'est vraiment les déchets les plus hautement radioactifs, qui vont l'être pendant plusieurs milliers d'années, alors que il n'y a pas de déchets polluants côté photovoltaïque ou éolien. On est sur des déchets inertes qu'on sait pour la plupart recycler, donc on n'est pas du tout sur la même typologie de problématiques entre des déchets nucléaires et des déchets issus de l'industrie photovoltaïque ou éolienne. En termes d'énergie renouvelable et en analyse de cycle de vie, en termes d'ACV, qu'est-ce qu'il faut privilégier sur le sol français entre du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, de la géothermie? Est-ce qu'on a des études qui permettent de montrer ce qui a le moins d'impact aujourd'hui ou pas? Oui, alors il y a effectivement pas mal d'études d'ACV qui existent. Alors d'abord, ça dépend de quels critères on regarde. Il y a le critère CO2, mais il y en a d'autres. Il y a artificialisation des sols, il y a impact sur l'eau. Enfin, il y a pas mal de critères qui peuvent être regardés en ACV. Et ensuite, pour nous, de toute façon, la question, elle se pose pas vraiment en ces termes. Toutes ces énergies renouvelables que vous avez listées, elles ont de toute façon un bilan qui est nettement meilleur que d'un point de vue soutenabilité globale que les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, du coup, la question, c'est pas tant de savoir s'il faut faire plus d'éolien ou plus de photovoltaïque, juste d'un point de vue ACV, gaz à effet de serre, par exemple, mais c'est plutôt, de toute façon, ces filières-là ont un bilan gaz à effet de serre qui est très bon. Et donc, la question, c'est plutôt de savoir, finalement, quel est, au regard du gisement dont on dispose en France, et des contraintes sur les systèmes électriques, quel est le meilleur équilibre entre le solaire, le photovoltaïque et l'éolien, en sachant que de toute façon, c'est ces deux filières qui vont être demain
les filières prédominantes dans le mix électrique renouvelable, si on s'oriente vers un mix électrique renouvelable. En France, comme partout ailleurs, c'est ces deux filières qui sont largement dominantes. L'hydraulique en France, on peut plus vraiment le développer, hein, tous les grands sites ont déjà été équipés. On peut le faire sur des petits sites, mais ça restera assez à la marge. L'hydrolien, aujourd'hui, n'a pas fait assez ses preuves pour qu'on puisse l'imaginer sérieusement dans les trajectoires de prospective énergétique. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans 10 ans. Mais aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on ne peut pas compter sur l'hydrolien. Sur la géothermie, pour la production d'électricité, ça reste aussi assez limité. On a des retours d'expérience qui ne sont pas forcément très très bons. Donc voilà, c'est surtout le solaire photovoltaïque et l'éolien, si on reste encore une fois uniquement sur l'électricité, qu'il faut qu'on développe dans les années et décennies à venir en France. D'accord. Et sur ces énergies-là, donc un des soucis à régler qui est régulièrement évoqué, c'est l'instabilité de la production. Donc, avec un parc solaire, par exemple, qui a augmenté sa capacité de production de presque 10%, mais l'année dernière, la production a augmenté que 2%. Donc, on voit clairement qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe entre la capacité du parc et la production effective. Et donc, comment est-ce qu'on sait gérer aujourd'hui les sous-productions et donc les manques d'électricité disponible et les surproductions et donc à ce moment-là le stockage, quoi. Alors, juste, je reprends juste les éléments sur le solaire, sur la différence d'évolution entre capacité installée et production. Tout dépend aussi de quand est-ce que les panneaux ont été installés. S'ils ont été installés plus en fin d'année, c'est normal que sur l'année, c'est moins produit. Globalement, sur le solaire, on est sur des volumes de production par mégawatt installé d'une année sur l'autre qui sont assez stables. Sur l'éolien, il peut y avoir plus de différence d'une année à l'autre, mais sur le solaire, on est quand même sur des volumes de production qui sont assez stables. Une fois qu'on a dit ça, alors comment on fait effectivement pour gérer les variations de production qui existent sur le solaire comme sur l'éolien, qui sont dépendants de la météo? Eh ben, on a différentes options pour ça. D'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la variabilité de production sur une éolienne, par exemple, va pas être la même que sur un parc éolien sur un ensemble de parcs éoliens en France, où il y a différents régimes de vent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments où le vent souffle plus au sud et moins au nord, et puis au cours de la journée, ça va s'inverser, et du coup, ça va s'équilibrer. Évidemment, c'est pas tout le temps vrai, mais parfois c'est vrai. Le RTE l'a montré de manière très claire dans certains graphiques, avec une production qui du coup foisonne au niveau national. On a en gros 5 régimes de vent en France, ce qui permet de réduire cette variabilité de production. Ensuite, il y a des moyens de production qui sont variables, comme le solaire et l'éolien, et d'autres qui sont beaucoup plus pilotables. Et en France notamment, on a un parc hydraulique qui est assez important, avec des installations qui sont au fil de l'eau, qui elles ne sont pas pilotables, et d'autres qui sont plutôt avec des retenues d'eau. Et donc ces installations avec des retenues d'eau, on peut décider de les mettre en route ou pas, en fonction aussi de ce qu'il y a dans les réservoirs, évidemment. Mais voilà, ça permet du coup de faire varier la production d'électricité. On a d'autres moyens de pilotage que sont les centrales à gaz. Alors aujourd'hui, c'est les centrales qui utilisent du gaz d'origine fossile. Évidemment, l'idée, c'est pas de continuer à brûler du gaz fossile, mais demain, on n'en a pas encore trop parlé, mais on a un potentiel de production de gaz renouvelable en France qui est assez important. Et donc demain, on peut tout à fait imaginer que ces centrales à gaz existent toujours, mais soient alimentées avec du gaz renouvelable pour pallier les baisses de production éolienne et solaire quand ce sera le cas. Donc voilà, ça c'est toutes les leviers dont on a à disposition sur la partie uniquement production. Ensuite, on a ce qu'on appelle sur la partie consommation, on a tout ce qui est dispositif d'effacement. C'est-à-dire, ça existe déjà aujourd'hui et on peut le renforcer. En gros, on va dire aux consommateurs, demain après-midi, parce qu'on sait très bien prévoir à 24 heures à l'avance, voire 48 heures à l'avance, on sait très bien prévoir la production d'électricité et la consommation. Et donc, le gestionnaire de réseau peut très bien dire, demain après-midi, on va avoir une baisse de la production, qui du coup suffira pas pour répondre à la consommation, et donc je vais demander à certains usagers de réduire leur consommation, et ils le font parce qu'ils sont incités économiquement à le faire. Donc ça, il y a déjà pas mal d'industriels qui le font, et demain on pourrait imaginer que ce soit davantage déployé. Donc ça, voilà, c'est une flexibilité sur la consommation
qui peut être utilisé davantage. Ensuite, il y a aussi le stockage. Alors le stockage d'électricité, il peut se faire à travers différentes manières, à travers des batteries. C'est pas forcément un système très satisfaisant d'un point de vue environnemental. Donc nous, on l'intègre assez peu dans le scénario négawatt en tant que tel, mais on peut quand même imaginer, après une période de déploiement du véhicule électrique, tel que c'est en train de se passer, que des batteries arrivent en fin de vie dans les véhicules électriques et qu'elles soient utilisées en deuxième vie pour sécuriser le réseau électrique, parce que ces batteries, elles fonctionneront toujours, simplement pour l'usager du véhicule, elles n'auront plus une autonomie suffisante, mais elles pourront encore tout à fait être utilisées pour d'autres usages, et notamment pour cet usage d'équilibrage du réseau électrique. Donc ça peut aussi être quelque chose d'envisagé pour du stockage à court terme, en complément d'autres moyens de stockage qu'on connaît déjà, que sont qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. C'est des installations où on a des retenues d'eau, une retenue d'eau en amont et une en aval, et quand on a trop d'électricité, on remonte l'eau jusqu'à la retenue amont, et quand on est en manque d'électricité, à l'inverse, on fait descendre l'eau, on a de turbine, et ça produit de l'électricité dans les périodes où on est en creux de production. Donc ça, c'est un moyen de stockage. Et puis sur du stockage à plus long terme, dans le scénario négawatt qu'on développe, c'est ce qu'on appelle le power to gas, c'est la production de gaz à partir d'électricité. Et donc dans le scénario négawatt, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2030-2035, on a des périodes où on est à des forts excédents de production d'électricité, et ces excédents de production d'électricité, plutôt que de les perdre, on va les transformer en gaz à travers deux réactions successives. Une première réaction d'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, puis une réaction qu'on appelle de méthanation pour produire du méthane, qui est la même molécule que le gaz naturel fossile qu'on importe aujourd'hui d'Algérie, de Norvège ou de Russie. Et donc ce gaz, ensuite, il peut être reconverti, si besoin, en électricité dans les centrales à gaz dont je parlais tout à l'heure, ou alors il peut aussi servir à d'autres usages. Donc voilà, on a pas mal de moyens à notre disposition pour essayer de faire coïncider la production et la consommation. Et dans notre scénario, on a un modèle d'un outil de simulation qui modélise le parc de production et de consommation heure par heure jusqu'en 2050, pour s'assurer qu'on a bien cet équilibre offre-demande jusqu'à cet horizon de temps. Et donc ça, on le vérifie à travers notre modèle, et d'autres le font également. Il y a le CIRED, des chercheurs du CIRED qui ont développé aussi un modèle de ce type-là, avec ils aboutissent au même résultat. Il y a RTE aussi qui travaille sur le même sujet et qui va produire des résultats cet automne. Donc voilà, l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique, je dirais pas que c'est quelque chose de facile, loin de là, mais on a quand même une palette de solutions à notre portée qui nous permettent d'envisager d'atteindre un système électrique qui soit 100% renouvelable, malgré les fluctuations du solaire et de l'éolien. Ce que je voudrais juste rajouter en dernier point sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un système électrique où globalement, on a quand même un parc de production qui est assez bien pilotable, même si on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, mais qui est relativement bien pilotable. Par contre, on a un aléa assez important sur le volet consommation. C'est-à-dire que quand on a des périodes de grand froid, on a tout de suite la consommation d'électricité qui monte en flèche. Tout ça parce qu'en France, on a énormément de radiateurs électriques. On a autant de chauffage électrique en France que dans tous les autres pays européens réunis. Donc, cet aléa sur la consommation, il fait qu'on est obligé en hiver de mobiliser pas mal de moyens de production qu'on appelle de pointe, des centrales thermiques, qui utilisent des énergies fossiles, que ce soit en France ou à l'étranger. On importe pas mal de courant de nos voisins dans ces périodes de pointe, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens de production en France pour y répondre. Et dans le scénario négawatt, en fait, on va fortement réduire cet aléa sur la consommation, parce que on va fortement isoler tous les bâtiments existants. On va enlever tous ces radiateurs électriques qui sont pas du tout performants, pour les remplacer, par exemple, par des pompes à chaleur qui, elles, peuvent être très performantes. Et au-delà de cette question seule du chauffage électrique, on va aussi réduire d'autres usages de l'électricité. Et donc, on va réduire en fait la puissance appelée, la tension sur le système électrique. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à plus de 100 gigawatts de puissance électrique appelée. Et dans notre scénario, on va diviser par deux en fait cette puissance maximale appelée pour rester à pas plus de 50 gigawatts appelés en 2050. Donc on va dire qu'on passe aujourd'hui d'un système où on a pas mal de contraintes sur la consommation et moins sur la production, à un système où on aura beaucoup moins de contraintes sur la consommation et un peu plus sur la production. D'accord, je comprends. Super intéressant. Merci beaucoup pour
se détaille dans le système actuel et puis ce que vous avez prévu. Tu parlais donc d'inciter le consommateur final à modifier sa consommation et aussi avec ce que tu viens de dire du coup sur la diminution de moitié de la nécessité de produire, donc de 100 gigawatts à 50. J'aime beaucoup les ordres de grandeur et comme The Big Shift se veut un peu didactique. Par exemple, pour les émissions de GES, on sait qu'aujourd'hui, la moyenne par habitant français, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent par an et que l'objectif à 2050, c'est 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Est-ce qu'on a un indice similaire sur la consommation d'énergie ou pas? Oui, alors sur l'ensemble de la consommation d'énergie, on a ce que je disais tout à l'heure, on a une division à peu près par deux de la consommation d'énergie finale en France. Aujourd'hui, en gros, on consomme à peu près 1800 TWh d'énergie et on passe à 900. Mais peut-être que ta question, c'est du coup d'un point de vue individuel, Ouais, combien on par consomme habitant, aujourd'hui et combien on si. consommerait demain. Bah, Eh sinon, ben, on il fera faut le faire calcul le en description pour ratio. les auditeurs, hein. Ouais, ok, ça marche. Mais oui, ouais, il faut juste diviser la consommation totale par le nombre d'habitants. Et divisé par 2 pour 2050. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu disais en introduction que vous avez une activité de plaidoyer aussi, donc auprès du gouvernement ou d'institutions publiques. Est-ce que tu peux m'en parler, savoir comment est-ce que vous interagissez avec ces institutions? Quelle est la place de Negawatt dans les débats? Ouais, bah concrètement au quotidien, enfin au quotidien, c'est pas, on le fait pas tous les jours non plus, mais notre boulot, c'est d'aller rencontrer des parlementaires, donc des députés, des sénateurs, d'aller rencontrer des cabinets ministériels, d'aller rencontrer les conseillers énergie à l'Élysée, à Matignon, pour essayer de voir comment on peut faire évoluer ces politiques énergétiques. Donc on les rencontre soit à l'occasion de projets de loi qui sont en cours d'examen, ce qui est le cas actuellement avec le projet de loi climat et résilience qui est à l'examen au Parlement, soit parce que on a envie avec eux d'aborder certains sujets, donc on sollicite des rendez-vous qu'on obtient, pas toujours, mais parfois. Et donc voilà, ça nous permet d'aller discuter avec eux. Et au-delà de ces échanges avec ses interlocuteurs. L'idée, c'est d'avoir un dialogue qui soit le plus régulier possible avec un certain nombre de parties prenantes du débat sur l'énergie en France. Et donc, dedans, j'inclus les gestionnaires de réseaux de transport et distribution de gaz et d'électricité, donc RTE, Enedis, GRT Gaz et GRDF. J'inclus la Commission de régulation de l'énergie, l'ADEME, évidemment, qui est un acteur important en France, d'autres think tanks qui travaillent sur ces questions-là, des ONG, des entreprises, petites ou grandes, qui travaillent sur les questions énergétiques, et puis aussi des acteurs à l'étranger, puisqu'on travaille depuis maintenant 3 ans sur un projet de scénario de transition énergétique au niveau européen. Et donc, ça nous amène à aussi avoir pas mal d'échanges avec des interlocuteurs à l'international. Et tous ces échanges, en fait, nous permettent de confronter un peu nos points de vue, nos travaux, nos propositions, pour essayer de porter parfois avec certains d'entre eux des propositions en commun. Ça veut pas dire qu'on est en accord sur tout, mais par exemple, il y a quelques semaines, on a porté une proposition d'obligation conditionnelle de rénovation des logements existants. On l'a porté avec une soixantaine d'autres acteurs. Certains de ces acteurs sont pas du tout en phase avec nous sur certaines parties de nos propositions. Et on s'est retrouvé sur cette question de la rénovation des bâtiments, qui est vraiment un enjeu fort en France. On s'est retrouvés, et donc on a pu porter une proposition commune auprès des décideurs. Donc voilà, l'idée, c'est pas de travailler tout seul dans notre coin, mais quand on peut, d'avoir une action collective pour essayer de faire pencher la balance de notre côté, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire. D'accord, Mais parce on que vous êtes désespère pas. face à des lobbies puissants ou ou juste parce que c'est difficile de faire entendre sa voix dans le débat public? Oh, bah, il y a plein de raisons, il y a plein de freins à cette transition énergétique. Il y a effectivement des acteurs économiques qui n'ont pas du tout intérêt à ce que cette transition énergétique se fasse, que ce soit sur le volet consommation comme sur le volet production d'énergie. Et donc là-dessus, on a effectivement des gens qui vont tirer dans le sens inverse que nous, lorsqu'eux vont rencontrer aussi des décideurs politiques. Mais aussi, on a des freins liés
je dirais, la méconnaissance de ces sujets-là par nos décideurs politiques qui doivent être compétents en fait sur plein de sujets parce qu'on leur demande d'être compétents sur tout, parce que quand on est décideur politique, on doit prendre des décisions sur énormément de sujets, et donc forcément on ne peut connaître qu'un bout finalement de chaque sujet. Et sur ce sujet transition énergétique qui est vraiment fondamental pour les années, décennies et siècles à venir, concerne vraiment l'avenir de l'humanité, on voit bien qu'il y a un cruel manque de connaissance du sujet qui fait que du coup les décisions ne sont pas forcément prises, parce que quand on ne connaît pas, on prend pas les bonnes décisions. Donc il y a aussi ce frein lié à la méconnaissance. Il y a le frein lié aussi à la durée du mandat politique. Hein. Les élus en place, les décideurs en place sont souvent là pour un temps court, avec dans le viseur les prochaines élections. Et donc parfois ils sont assez frileux pour mettre en place certaines nouvelles dispositions, faire voter certaines lois, parce qu'ils ont un peu peur derrière que leur électorat ne les suive pas dans les prochaines élections. Donc il peut y avoir aussi des freins de ce type-là. Et puis après, il y a les freins liés au changement que tout à chacun peut voir dans son quotidien. C'est difficile de changer ses habitudes, qu'on soit simple citoyen ou qu'on soit président de la République. Donc il y a de toute façon des freins inhérents, je vais dire, à la nature humaine. C'est très Et puis clair. par ailleurs, on est quand même sur des sujets de temps un peu long. Enfin, là, on parle d'horizon de temps, même 2050, ça peut paraître proche, mais c'est pas non plus demain. Et on a toujours du mal. Le cerveau humain a du mal à se projeter dans le long terme. On voit bien le danger quand il est sous nos yeux, mais là, on parle d'un danger qui est pas tout de suite là maintenant sous nos yeux. Et donc, on a du mal à l'appréhender et du coup prendre en compte cette urgence de long terme dans nos décisions de court terme. Oui. Écoute, merci beaucoup. Ça va être l'heure de terminer cette conversation. Alors, sans transition, je voulais te demander si tu avais un conseil sur la sobriété énergétique, par exemple. On en parlait en tout début de conversation en entreprise. Est-ce que vous avez un livre blanc chez Negawatt que les auditeurs peuvent s'approprier facilement, ou un truc que tu fais au quotidien pour améliorer ton efficacité de consommation énergétique, par exemple? On a publié un document spécifique sur la sobriété énergétique sur notre site, où on parle à la fois d'actions individuelles et collectives, et c'est peut-être un point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans Negawatt, effectivement, on est des fervents partisans de la sobriété énergétique. C'est quelque chose qu'on porte dans le débat depuis 20 ans et qui maintenant est repris par beaucoup d'acteurs, et tant mieux. Et dans cette sobriété, on distingue vraiment, il y a évidemment une action comportementale individuelle qui est importante, mais ça passe aussi pour nous avant tout par une sobriété collective, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, on peut dire aux gens utilisez moins votre voiture et prenez davantage le vélo ou les transports en commun, mais ça peut fonctionner que si la collectivité en face, elle met en place les infrastructures adaptées, c'est-à-dire des pistes cyclables qui sont en site propre pour pas être dans le même trafic que les voitures quand on roule à vélo, des installations pour pouvoir stationner son vélo en toute sécurité et à l'abri, des réseaux de transport en commun qui sont performants avec des bus ou des métros qui sont à l'heure avec une fréquence suffisante. Donc voilà, il y a tout un tas de conditions qui doivent être mises en place par la collectivité pour rendre possible cette sobriété ensuite aussi au niveau individuel. Donc voilà, nous on insiste pas mal là-dessus. Le consommateur, le citoyen a évidemment un rôle important à jouer, mais il n'est pas le seul, et pour qu'il puisse avoir ce rôle à jouer, il faut aussi que la collectivité lui donne les moyens de le faire. Après, on va dire dans les actions, si on veut prendre juste quelques exemples vraiment phares d'actions de sobriété qui sont importantes, on voit que la sobriété elle a un rôle majeur à jouer principalement dans les transports et on va dire dans l'alimentation. Si je dois donner 2 actions phares ou 3 actions phares, c'est réduire les déplacements en avion, parce que dès qu'on prend l'avion, on a tout de suite un impact gaz à effet de serre qui est important, parce qu'on fait des milliers de kilomètres. Réduire quand on peut l'utilisation de la voiture, et puis réduire la consommation de viande, notamment de viande rouge, puisque là aussi il y a un lien fort entre émissions de gaz à effet de serre et consommation de viande rouge, liées aux émissions de méthane du secteur agricole. Donc voilà, ça aussi, ça peut être une action de sobriété qu'on peut essayer de mettre en place chez soi dans son quotidien, de manger un peu moins de viande. Bon, il va peut-être falloir que je le mette dans le titre de mon podcast, parce que tu es le 3e à dire ça. Ouais, non, ça fait effectivement partie des leviers importants de réduction des émissions. Ouais. Ok, et ben merci beaucoup Stéphane, c'était un plaisir d'échanger avec toi, et puis à très bientôt. Merci pour l'échange, à bientôt, au revoir.
C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.